Trump a placé la famille d'Ulises Rosales del Toro au centre de l'affrontement entre Washington et La Havane. Et ce mercredi 27 mai 2026, l'affaire a pris de l'ampleur parce qu'une des filles du général historique de la dictature cubaine est déjà sous la garde de l'ICE dans le sud de la Floride. Tandis qu'une autre fille est exposée en raison de ses liens avec la structure économique qui symbolise les privilèges du régime. Lina Rosales Aguirre Ureta, fille de l'ancien chef d'état-major des forces armées révolutionnaires de Cuba, a été arrêtée par les autorités migratoires américaines. Après avoir vécu à Miami en essayant de régulariser sa situation, Perla Rosa Rosales Aguirre Ureta, une autre fille du même général, apparaît liée au circuit commercial d'Abaguanex et à l'économie en devise de La Havane. C'est là que la pression de Trump touche le point sensible de la dictature. Les enfants du pouvoir veulent du confort en dehors de l'île, tandis que le peuple cubain subit la répression, les coupures de courant et la prison. Qu'est-ce qui change lorsque Miami cesse d'être une cachette? Pourquoi l'élite du régime est-elle exposée maintenant? Comment Trump a-t-il mis en place cet étau? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. La détention d'Alina Rosales Aguirre Ureta a fait l'actualité dans le sud de la Floride, car ce n'est pas une immigrée cubaine ordinaire en régularisation. Elle est la fille d'Ulises Rosales del Toro, général de division à la retraite, figure proche du noyau historique du castrisme et ancien occupant de postes clés dans le régime. Des reportages locaux ont indiqué qu'Alina a été arrêtée par le service de l'immigration et des douanes des États-Unis, l'ICE. Elle aura désormais une audience de libération sous caution devant un juge. Les autorités n'ont pas révélé publiquement l'endroit où elle est détenue. Le détail qui rend l'affaire encore plus explosive est la manière dont Alina est entrée aux États-Unis. Selon le Diario das Américas, elle est arrivée en 2023 avec un visa de tourisme délivré à La Havane et vivait à Miami pendant qu'elle tentait de régulariser sa situation migratoire. Le même rapport indique que son père a occupé des postes importants dans la structure militaire et politique de Cuba, y compris la direction de l'état-major des forces armées révolutionnaires. Ministère du sucre, ministère de l'agriculture et vice-présidence du Conseil des ministres. La logique politique de l'affaire est simple. Trump et Marco Rubio ont commencé à cibler les privilèges de l'élite cubaine qui se présente comme révolutionnaire à La Havane. Mais elle cherche protection, argent et une vie confortable. Aux États-Unis, le régime exige des sacrifices du peuple, mais ses propres membres de la famille recherchent la stabilité sur le territoire américain. C'est cette contradiction qui éclate maintenant. La fille du général de la dictature apparaît sous la garde des services migratoires, précisément au moment où Washington accentue sa surveillance sur les réseaux d'influence liés à La Havane. Perla Rosa Rosales Aguirre Ureta entre dans ce même jeu par une autre voie. Elle n'apparaît pas comme détenue, et cela doit être clair, mais son nom est lié au circuit économique du régime. Le Diario de Cuba a rapporté que Perla a été intégrée depuis 2004 jusqu'en 2017 dans le réseau d'entreprises et de patrimoine lié au circuit touristique de la vieille Havane avec un accès direct à l'économie. En devise, Martín Noticias a également décrit Perla comme une employée ayant accès au secteur patrimonial et touristique tout en continuant à défendre publiquement le système. C'est là que les deux filles commencent à représenter le même problème pour le régime. Lina symbolise l'élite qui essaie de s'intégrer à la vie américaine après être issue d'une famille puissante de Cuba. Perla symbolise l'élite qui reste liée à l'argent contrôlé par la structure étatique et militaire à l'intérieur de l'île. L'une est à la portée directe des services d'immigration américains, l'autre est exposée dans le débat public comme faisant partie de l'engrenage des privilèges qui entourent le régime. Trump n'a pas besoin d'arrêter les deux. Pour faire tomber la protection des deux, il suffit de mettre en lumière ce qui était auparavant protégé par le nom de famille, le silence et la distance. Le général Ulises Rosales del Toro n'est pas un personnage mineur dans cette histoire. Il est présenté par des reportages et par la presse indépendante cubaine comme un homme du cercle dur du pouvoir, lié depuis des décennies à la structure militaire et administrative de Cuba. Sa famille apparaît comme un exemple de l'abîme entre la vie de l'élite et celle du citoyen ordinaire. Les Cubains subissent pénurie alimentaire, coupure d'électricité et crainte de manifester.
Les proches des dirigeants voyagent entre Miami, Cuba, Cancun, La Havane et l'Europe, avec des affaires, des biens immobiliers et un accès à des zones exclusives. La pression contre cette famille apparaît également dans le même environnement où les autorités américaines enquêtent sur David Ramirez Alvarez, selon le secrétaire de l'ambassade de Cuba à Washington. Fox News a rapporté le 26 mai 2026 que les autorités fédérales enquêtent pour savoir si des groupes aux États-Unis participent à une campagne d'influence étrangère favorable au régime cubain. Le diplomate apparaît dans la vidéo, identifiant des propositions législatives que la Havane souhaitait voir soutenues par des militants et des organisations américaines. Cette enquête ouvre un front plus large. Il ne s'agit pas seulement d'une arrestation migratoire isolée. Ce qui apparaît, c'est une offensive à plusieurs niveaux. L'ICE agit contre les membres de la famille de figures du régime qui vivent aux États-Unis sans situation pleinement régularisée. Le département de la justice, le département d'État et le département du Trésor, selon Fox News, examinent un réseau d'influence lié à des groupes pro-Cuba à l'intérieur du territoire américain. Et au centre de cette combinaison apparaissent les mêmes éléments. Diplomatie cubaine, activisme pro-régime, lobbying contre les sanctions et familles de l'élite castriste cherchant à se protéger hors de Cuba. Le cas d'Alina pèse lourd parce que la loi d'ajustement cubain a toujours été considérée comme une porte d'entrée vers la protection pour les Cubains qui fuient la dictature. L'indignation vient lorsque des proches de généraux et de dirigeants essaient d'utiliser la même logique alors que leurs familles ont fait partie de la machine qui a poussé tant de Cubains à l'exil. Pour la base conservatrice, c'est le tournant le plus fort. Ceux qui ont aidé le régime à se maintenir ne peuvent pas traiter les États-Unis comme un refuge politique. Lorsque la pression monte, l'exposition de Perla amplifie ce dommage, car elle retire le débat du domaine migratoire et l'amène sur celui de l'argent. Bagonex et le circuit touristique de la vieille Havane sont associés à l'expansion du secteur en devises, au patrimoine, aux hôtels, aux services et à l'accès privilégié. Lorsqu'une fille du général apparaît dans cet environnement, le récit ne porte plus seulement sur le visa, la résidence ou l'audience de mise en liberté sous caution, il devient une question d'héritage du pouvoir d'une famille qui a profité de la structure, que le peuple cubain ne peut pas accéder. L'impact politique à Miami est également fort. La communauté cubaine en exil suit depuis des années les dénonciations concernant les enfants de dirigeants vivant aux États-Unis, ouvrant des entreprises, cherchant à se régulariser et profitant de la liberté américaine. Alors que le régime emprisonne des opposants sur l'île, les informations qui circulent montrent de jeunes arrêtés pour avoir protesté, des adolescents transférés dans des unités pénitentiaires et des familles sans information claire sur la situation juridique de leurs enfants. Ce contraste renforce la réaction de ceux qui considèrent la détention d'Alina comme le début d'une mise en cause plus sérieuse. Le lien avec Marco Rubio donne plus de poids à l'affaire. Rubio incarne au sein du gouvernement Trump une ligne dure contre le régime cubain, prônant la fin de la complaisance et une pression directe sur les agents de la dictature. Le message politique est que les États-Unis ne veulent pas seulement des discours contre la Havane, mais des mesures contre ceux qui utilisent le territoire américain. Pour échapper aux conséquences, organiser une influence politique ou profiter des avantages que la dictature elle-même refuse au peuple cubain. L'enquête sur David Ramirez Alvarez renforce ce climat d'encerclement. Selon Fox News, l'affaire implique un réseau de 145 organisations avec environ 1 milliard de dollars de revenus annuels combinés, répartis entre des syndicats, des groupes universitaires, des organisations socialistes, des coalitions contre la guerre, des groupes religieux et des entités de défense juridique. L'accusation principale est qu'une partie de ce réseau servirait à renforcer les intérêts de la Havane aux États-Unis. Ce point est décisif car il montre que Washington se concentre sur deux fronts en même temps. La première est le front familial et migratoire, où Lina a été rattrapée par l'ICE et Perla est exposée en raison de ses liens avec l'économie du régime. La seconde est le front politique et diplomatique, où un fonctionnaire de l'ambassade cubaine fait l'objet d'une enquête pour une supposée coordination d'influence. Pour Trump, cela permet de présenter l'affaire comme une offensive contre la protection extérieure de la dictature cubaine. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté. Milson Alves.